3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, rebonjour. Troisième table ronde de la journée. Je suis toujours là. Je suis toujours Frédéric Denré, journaliste, en particulier pour le magazine Marianne, France 5 également. France 5 où j'interviens régulièrement. C'est dans l'air, c'est ce soir pour tous les sujets qui fâchent. Et l'écologie n'est qu'un sujet qui fâche chez mes confrères et mes consoeurs. En général, quand vous me voyez, c'est qu'il y a une inondation, une dévastation, une sécheresse, un accident atomique. Oui, merci. Voilà. J'allais vous le dire. Merci. Je ne sais pas qui c'est. Si, je sais qui c'est. Si, je sais qui c'est. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, et il y a un sujet qui revient dans les médias. Alors l'eau, comme je l'ai dit ce matin, est devenu enfin un sujet médiatique, enfin politique, au bon sens du terme, depuis la sécheresse de 2022, qui a fait comprendre à tout le monde que l'eau pouvait manquer, était en train de manquer et manquera demain. Et comme solution, nous autres journalistes, on aime bien les bâtons totems, on aime bien les tartes à la crème. Eh bien, il y en a une, c'est la réhute, qui a été employée, notamment vulgarisée par le président de la République lors du lancement du plan eau. Il a dit il faut faire de la réhute. On n'en fait pas assez en France par rapport aux autres pays. On n'en fait pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va voir ça tout de suite, mesdames, messieurs. Merci d'accueillir, voilà, Éric André, Johan Lotz, voilà ce que c'est d'avoir des feuilles plus grandes que moi, Claire Albassi, Olivier Barreto, Anne Madziarski. Asseyez-vous où vous voulez. Et ensuite, nous aurons des présentations de solutions d'entreprise. J'espère, mesdames, messieurs, ainsi que vous, mesdames et messieurs, mes intervenants, que vous n'êtes pas soumis à la décharge d'insuline inévitable après avoir mangé. Autrement dit, vous n'allez pas vous endormir, que vous allez faire vivre ce débat. Alors, je ne vous ai pas présenté, mais je vais vous présenter. Pardon. Éric André, vous êtes chargé d'intervention bassin versant Aude médiane à l'agence de l'eau RMC. Enfin, je ne peux pas empêcher RMC de penser à une chaîne télé. Enfin, je suis désolé. Rhône Méditerranée Corse, pardon. Johan ou Johan? Johan? Pardon. Johan Lotz, directeur général associé fondateur de Cordiance. Je n'oublie pas que vous êtes pris par le temps et qu'à 15h, vous ne serez plus qu'un point à l'horizon. Vous inquiétez pas, vous serez à l'heure. Claire Albassi, vous êtes co-directrice du Défi Clé, directrice de recherche au CNRS, laboratoire de génie chimique de Toulouse. Olivier Barreto, vous êtes co-directeur du Défi Clé. Vous êtes chercheur en sciences de l'eau à l'INRAE de Montpellier. Unité mixte de recherche Géo, et vous êtes directeur adjoint du Centre international UNESCO IC Reward, dont le directeur était ici à ma droite tout à l'heure, Éric Servat. Anne Madziarski, l'ai-je bien prononcé? Je me méfie. On dit pas J à la place du Z? Non, parce que je suis ch'ti, le pays ch'ti, c'est quasiment la Pologne, et je me suis toujours trompé sur la prononciation des noms, dans la mesure où je suis à cheval sur celle du mien. Vous savez tous prononcer mon nom. Ouais, d'accord. Et pourtant, j'ai demandé à ma webmastrice de faire quasiment une page sur ça pour savoir comment prononcer mon nom. Anne Madziarski, pardon, responsable du service autorité organisatrice de l'eau à la métropole de Montpellier. On va commencer par vous, agence de l'eau. Donc la réhute, ça revient comme le chou, c'est tout le temps. Voilà, il faut en faire, on n'en fait qu'1% en France, 13% en Espagne, 90% à Windhoek en Namibie, et également en Israël, 30% et quelques en Espagne. La France est en retard, blablabla. On a l'impression, quand on s'écoute parler, ce qu'on fait souvent nous autres journalistes, que la réhute, c'est une fontaine d'abondance, c'est une nouvelle ressource d'eau, et que finalement, ben voilà, c'est de l'eau en plus, on n'a pas à s'inquiéter. C'est quoi votre définition ? La réhute, oui, alors, c'est pas nouveau puisqu'on en parle depuis une vingtaine, trentaine d'années. Dans les médias, non. Dans les médias, non, même dans les cercles, on va dire, autorisés de parler de la réhute. Ce qui a un peu évolué, c'est la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation était assez frileuse
au niveau national sur la réhute. Et on a pu le voir, enfin, si vous suivez tous les décrets qui sont sortis en 2024 et encore cette année, il y a eu pas mal de réglementations qui sont sorties et qui maintenant encadrent la réhute par rapport aux usages, que ce soit par rapport à un usage agricole, à l'usage domestique, à l'usage industriel. Ce qui fait que maintenant il y a quand même tout un bagage réglementaire qui fait que, qui encadre bien la réhute au niveau français. Pourquoi on était en retard, si tant est qu'on l'était? C'était pour des questions techniques, parce que c'est pas dans notre culture, ou c'était des questions relatives à la santé publique? On était en retard. Alors peut-être qu'on était on n'était pas en retard. C'est qu'on se posait pas la question de l'intérêt de la réhute, peut-être parce qu'on n'avait pas trop de problèmes d'eau. On a toujours eu des tensions d'eau. Le ZAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, démontre qu'il y a quand même beaucoup de bassins versants et de territoires nationaux où il y a des tensions en eau, où il y a des masses d'eau qui sont en déficit. On va dire que peut-être que c'était pas aussi prégnant et aussi présent que ces dernières années, et spécifiquement dans notre région. On a pu voir qu'en 2023 et 2024, pour ne pas les citer, les Pyrénées-Orientales, mais aussi l'Aude, l'Hérault et le Gard ont été particulièrement touchés par des problèmes d'alimentation en eau potable, et encore donc les Pyrénées-Orientales ont des problèmes quand même au niveau de leurs aquifères, leurs masses d'eau souterraines superficielles. De rééquilibre des masses d'eau. Il y a une doctrine des agences de l'eau en France sur la réhute. Alors, vous dites réhute ou vous dites autre chose, vous? Réhute. Alors, on peut dire réuse, c'est un peu plus anglophone, mais je crois que c'est réhute, réutilisation des eaux usées, qui comprend les eaux des d'épuration et les eaux grises aussi. C'est-à-dire, définissez. Alors les eaux grises, souvent on parle de réhute, c'est par rapport aux eaux qui sortent des stations d'épuration, donc des collectivités. Mais après il y a aussi toutes les eaux grises qui sont les eaux qui sortent du lave-vaisselle, pas du lave-vaisselle, du lave-linge. Le lave-linge, même la vaisselle, qui peuvent être récupérés au niveau des bâtiments, ou au niveau des industries aussi, et qui sont potentiellement réutilisables parce que justement maintenant on a clairement défini ce qui était une eau grise, une eau issue de station d'épuration, et quel usage on pouvait en faire par la suite. Et est-ce que d'un usage à l'autre, c'est pas la même qualité d'eau de réhute que l'on réclame? Oui, c'est justement parce que il y a eu justement pas mal de réticences pendant pas mal d'années, parce qu'il y avait une crainte que l'eau issue de station d'épuration, même si elle était traitée, si elle avait vocation à arroser un stade, un golf ou même des espaces verts qui étaient ouverts au public, il y avait une crainte qui a longtemps été tenace, et qui était que il fallait pas que la population puisse accéder à un site qui avait été auparavant arrosé par une eau issue de réhute. Et maintenant, il n'y a plus de crainte. C'était l'ARS en fait qui avait cette crainte légitime et qui a pu, maintenant, grâce à la réglementation, démontrer que non, si on met le traitement approprié justement par rapport à l'usage qui est fait après, on peut faire de la réhute pour faire de l'irrigation agricole, pour faire de l'irrigation de stades, d'espaces verts. Ce qu'on voit le plus nous dans la région, pour l'instant, le développement, l'irrigation agricole est quand même en cours de développement. Il n'y a pas beaucoup de projets qui sortent, et les plus gros projets qui sont sortis au niveau du littoral méditerranéen, des Pyrénées-Orientales jusqu'au Gard, c'est essentiellement les golfs. Vous avez la Grande Motte où il y a un projet il n'y a pas un projet, il y a un système de réhute qui existe. Il y a Agde aussi où il y a un système de réhute, et puis il y a aussi Narbonne qui est équipé, il y a Perpignan qui a un projet, il y a le Boulou qui est aussi qui est en train d'être équipé. Il y a pas mal quand même de stations d'épuration situées vraiment sur le pourtour méditerranéen qui sont équipées. D'accord, et tout ceci a un coût, parce qu'il faut épurer, il faut nettoyer, filtrer. C'est un coût qui est reporté sur une échelle plus petite que l'échelle habituelle, à moins qu'on ne le fasse directement en sortie de station d'épuration. C'est un coût important. Oui, c'est un coût parce qu'il faut faire un traitement complémentaire justement à cette eau. Parce que l'eau qui sort de cette opération, évidemment, elle est traitée. Mais elle est traitée pour qu'il n'y ait pas d'impact au niveau du milieu naturel. Mais si vous avez une réhute et donc de l'irrigation ou de l'arrosage, là où il y a la population qui est susceptible de passer, il faut un traitement complémentaire. Johan Lotz, il faut également un traitement complémentaire dès lors qu'on fait de la réhute à l'échelle toute petite. C'est pas péjoratif, ce que je dis, à l'échelle d'un lotissement, à l'échelle d'une construction, d'une quarantaine de logements. Vous avez fait le pari de construire du neuf avec du réusage d'eau
grises, noires, bleues, vertes, comment vous les appelez? Effectivement, c'est vrai qu'on oppose systématiquement les eaux grises et les eaux noires. C'est vrai que les eaux grises, elles sont essentiellement issues des sanitaires, des douches, bains et machines à laver le linge. Et nous, que la machine à laver le linge, pas le lave-vaisselle, il y a une bonne raison, je crois. Exactement, parce qu'il y a des graisses en fait, donc on classifie ça comme des eaux noires. Et nous, c'est vrai qu'il y a 3 ans, avec la société Chemdoc, on a fait le pari d'installer en quelque sorte une micro-station d'épuration au sein de notre résidence, en se disant que effectivement toute cette eau pouvait être réinjectée effectivement dans l'arrosage des espaces verts, mais ça a déjà été fait. Et surtout la réinjecter dans les WC, voilà, les chasses d'eau des WC. Et ça, c'est un peu une innovation, je crois, à l'échelle de la métropole de Montpellier. Je crois qu'on sera le premier programme, effectivement, avec une démarche purement volontariste sur un terrain privé où on initie et on va livrer cette résidence à partir du 10 avril où on réexploite les eaux effectivement grises traitées à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Pourquoi avoir fait ce pari? Donc c'est 40 logements, hein, c'est ça? Une quarantaine de logements. Vous avez du logement locatif social, du logement abordable et du logement libre. Voilà. Pourquoi vous êtes mis là-dedans? C'est risqué d'être un des premiers, non? Vous allez essuyer les plâtres? J'espère que non. Après, il faut toujours se challenger dans la vie. Donc, moi, je suis plutôt un grand sportif et puis il faut vivre avec son temps, être un peu à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. On voit bien qu'il y a une ressource en eau qui s'amoindrit d'année en année. Et on ne peut pas rester avec des œillères devant les yeux et pas faire face un petit peu aux défis climatiques qui nous environnent. Et je trouve que le secteur de la construction est largement décrié. Donc si on peut œuvrer aussi à notre petite échelle dans une démarche innovante, c'est plutôt bien. Avec l'idée pour nous, pour la jeune société Cordiance, c'est de réutiliser ce système sur l'ensemble de nos copropriétés, de nos résidences, et quelque part d'industrialiser le système. Voilà. Vous êtes le seul sportif que je connaisse, vous êtes triathlète, qui pendant l'effort pense à Réhut. Et vous avez pensé Réhut et vous avez discuté Réhut avec un copain à vous. Oui, alors qui vous a fourni la solution. Alors oui, vous n'êtes jamais crevé, vous. La petite anecdote, effectivement, c'est que lors d'une sortie pour faire l'ascension du Mont Ventoux, avec Salvador Pérez, qui est donc le fondateur de Chemdoc, avant d'attaquer l'ascension, parce que quand vous êtes dans l'ascension du Mont Ventoux, on a beaucoup plus de difficultés à parler quand même. On a échangé un peu il y a 3 ans sur nos objectifs professionnels, nos envies. Attendez, vous n'êtes pas monté sur le Mont Ventoux en courant? Non, c'était en vélo. C'est déjà dur. Moi, je me suis arrêté assez vite. Déjà pas mal. Vous êtes arrêté au Chalet Reynard, peut-être? Je sais plus, mais j'en pouvais plus. J'avais plus de... C'était terrible. Mais mon père a continué, c'est vexant. D'accord. Bon, nous, on est arrivé en haut, on est redescendu, et quand on est redescendu, effectivement, on a calé une date, effectivement, il y a 3 ans, pour mettre en place le système. C'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était un défi majeur, parce qu'on a parlé de l'ARS. Les textes sont sortis en juillet 2024, ce qui nous autorise à réexploiter cette eau maintenant à l'échelle de nos résidences. Mais il y a 3 ans en arrière, c'était quand même un pari en se disant on initie un projet. Un projet immobilier, c'est un temps long, c'est un temps qui est très long. Entre le moment où vous déposez un permis de construire et le moment où vous livrez une résidence, il se passe entre 2 et 3 ans, facilement. Donc il y a 3 ans, c'était vraiment un pari et on est assez fiers que finalement la législation nous a permis de mettre en avant ce projet et puis surtout de pouvoir enfin l'exploiter, quoi. On reviendra sur les chiffres, ce que ça coûte. Ensuite, Madame Albassi, c'est un objet de recherche, la Réhut. Il marche. C'est un objet de recherche par ce fait qu'il nécessite la multiplication de disciplines. On a besoin on l'a un peu compris déjà avec la table ronde de ce matin sur l'eau plus généralement, que les questions, elles sont techniques. Sur le traitement de l'eau, mais elles sont aussi d'ordre économique, et vous avez largement interviewé ma collègue ce matin. Vous voulez dire qu'il faut que ça en vaille le coup de faire de la Réhut? On peut dire ça. Oh, allez-y. Ça vaut le coup, mais à moindre coût quand même.
C'est ce qu'on essaie de voir. La réhute, ça va être une question de coût, mais aussi de bénéfice. Donc c'est un objet de recherche parce que c'est une nouvelle façon qu'on a de travailler, justement pour faire vivre cette interdisciplinarité. On ne se connaît pas toujours d'une discipline à l'autre. Et c'est ce qui a certainement motivé sur des villes universitaires comme Montpellier et Toulouse la création de groupes de chercheurs comme... Les Déficlés, donc. Non, je vais d'abord parler du centre UNESCO international de Montpellier. À Montpellier, le groupe d'intérêt scientifique au Toulouse à Toulouse. Voilà, c'est cette préoccupation de faire vivre la recherche en interdisciplinarité. Vous aviez des diapos, pardon, je ne me souviens plus. Oui, j'ai des diapos, mais sur le défi-clé. Okay, d'accord, ça viendra après. Voilà. Et donc il y a un groupe de recherche, pardon, je vous ai coupé. Voilà, donc ces groupes de recherche ont répondu à l'appel de la région qui a proposé des moyens pour travailler sur ces questions de réutilisation de l'eau en ayant en plus la volonté de coordonner les actions de recherche en région, sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc il y avait un véritable besoin de coordonner ces recherches entre Toulouse, Montpellier et les villes, ce qu'on appelle les villes d'équilibre, où des universités sont aussi présentes comme Alès ou Auch. Voilà. Et donc, ces défis clés, il y en a 15 sur 15 thématiques, dont la réhute. Alors, pas la réhute. Pas la réhute. Non. Parce que pour moi, la réhute, je crois que tout à l'heure, mes prédécesseurs n'ont pas parlé du thé. Là, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Oui. Voilà. Donc, on est vraiment sorti de l'eau sortie de la station d'épuration qui correspond au plus gros volume d'eau disponible, c'est vrai. Nous, on essaie de pas sur le défi clé, on s'intéresse au réusage de l'eau, c'est-à-dire qu'on considère la réhute bien sûr, mais on considère aussi d'autres sources d'eau qui peuvent être des eaux qu'on va qualifier d'eau non conventionnelles, comme par exemple les eaux de drainage agricole, les eaux de pluie récupérées à condition qu'on ait une anthropisation de la récupération, hein, pas une eau de pluie récupérée facilement comme ça. Les eaux d'orage aussi, voilà. Vous avez des choses à montrer? Alors j'ai des choses à montrer. Donc le défi clé. Donc je l'ai un peu dit déjà, c'est la résultante d'une entente donc entre les deux groupements qui étaient sur Toulouse et Montpellier. Voilà. La région donc nous a proposé un chèque de 2 millions d'euros que nous nous efforçons d'employer au mieux. Ce défi clé potentiellement il réunit on est presque à 50 unités de recherche parce que depuis que le défi clé a été créé, on a des unités de recherche qui ont autant à Toulouse qu'à Montpellier qui ont rejoint les groupes. Un potentiel de 500 chercheurs avec, comme vous voyez sur le cercle, une interdisciplinarité remarquable hein, qui va de disciplines comme la pharmacologie, la santé, à l'hydrogéologie, en passant par la sociologie ou l'écologie, le génie des procédés, le droit et l'économie. Voilà, donc Olivier Barretot à ma droite et moi-même en sommes coporteurs avec Justine Bassoul qui se cache dans l'Assemblée et qui est notre ingénieur chargé de projet. Les objectifs qu'on s'est donnés, donc, c'est d'être en mesure de donner des éléments pour évaluer la pertinence des solutions locales de réutilisation de l'eau face aux changements globaux. Et dans une approche vraiment holistique et générale de l'eau. Et pour ça, on s'est donné un canevas, on va dire, en 4 axes. Donc le premier axe est méthodologique et on a réuni dedans l'ensemble des capacités de mesure ou d'analyse qu'on pouvait avoir. Donc ça peut être des mesures de la quantification chimique de micropolluants, mais aussi de l'analyse de données, de la modélisation, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et les 3 autres axes, on s'est placé à des échelles différentes. Donc le deuxième axe, c'est l'échelle très locale qui consiste à étudier la solution de réutilisation de l'eau. On est très probablement proche de l'évaluation de la technique de traitement.
L'axe 3, qui est l'analyse de l'insertion de cette solution dans son environnement. Là, on est à l'échelle de la collectivité concernée par le réusage. Et enfin, le dernier axe, il s'adresse à la grande dimension de l'eau, où on va se poser la question de savoir si le prélèvement qu'on va faire pour le réusage ou le non-retour dans l'environnement généré par ce réusage va ou pas avoir un impact, ou quel est cet impact, est-il important, voilà. Dans quelle mesure doit-on le prendre en compte? Juste pour cadrer le mot mais ça revient un peu à dire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ce qu'on va entendre par réusage dans notre programme, c'est tout usage de l'eau qui a eu lieu après un autre usage ou après un flux artificiel qui est généré dans un autre but que l'usage initial. Voilà. Donc, on a un premier usage et on traite cette eau avant de la renvoyer dans l'environnement, et en fait, au lieu de la renvoyer dans l'environnement, on la remet dans le circuit anthropique et on la réutilise à nouveau. Ça vous va comme définition, Eric André? Oui, très bien, oui. Bon, ben voilà. Voilà, donc j'ai présenté le défi clé en quelques mots, parce que la suite, c'est pas moi qui le... Mais mine de rien, je vous coupe 2 secondes, c'est intéressant, parce que la réhute, on a l'impression, dans ce pays d'ingénieurs qu'est la France, que c'est juste brancher un tuyau en sortie de station d'épuration et mettre un tuyau d'arrosage au bout. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça n'est pas que ça, et il y a des contextes juridiques réglementés, il y a des contextes sanitaires, Alors, est-ce qu'il y a un contexte, est-ce que vous l'étudiez, d'acceptation sociale? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est étudié par un labo de l'école des ponts, je crois que ça s'appelle Okapi, l'effet Burke. Il y a des gens qui sont retrouvés choqués à l'idée de voir arroser la plate-bande par de l'eau issue des toilettes. Ben, cet effet Burke, on le retrouve effectivement dans notre défi, oui, puisque j'ai pas détaillé les formes de soutien qui ont été proposées. Hein. On a 70% du budget qui est attribué à des projets de recherche. Et donc, il y a des projets de recherche avec des thèses. Et il y a aussi 3 projets de recherche qui ont été financés à hauteur de 30 000 € chacun, qu'on a appelés des projets émergents. Et parmi eux, donc, un des projets est porté par l'IUT de Doch et consiste à évaluer la pertinence de la réutilisation de l'eau dans un réseau de microbrasseries. Et donc, on arrive sur l'effet Burke. Êtes-vous d'accord pour boire de la bière qui a été fabriquée à partir d'eau usée et traitée ou d'eau réutilisée? Non, c'était plutôt, êtes-vous prêt à boire de la bière que vous aurez avant pissé? Si vous voulez le dire comme ça... Non, c'est pas ça, parce que c'est vraiment le réseau, l'eau dans le réseau de brasserie. Oui, non, mais j'entends bien. Voilà. Mais oui, effectivement, on retrouve parfois l'effet Burke fait partie des effets qui peuvent être étudiés. Oui, je vous taquinais, mais parce qu'il traîne par-ci par-là, on a tendance à plaquer, comment dirais-je, à considérer que la réhute, c'est ce qui se passe en station spatiale ou dans une combinaison de cosmonautes. Je fais pipi et je bois derrière, et enfin voilà, on recycle tout en permanence pendant des mois. Non, c'est pas ça. Dans la brasserie, c'est pas ça. Hein. Non, la brasserie, c'est pas ça. Et la réhute, c'est pas ça non plus. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Les Living Lab, Olivier Barreto. Émanation des défis clés ou... Oui, c'est un des instruments qu'on a mis en place dans le défi clé, c'est la notion de Living Lab qu'on a voulu expérimenter. En partie parce que ça répond en fait à 2 des points qui ont été discutés ce matin dans la dernière table ronde. La gestion de l'eau, et en particulier quand on parle de réusage, c'est très contextualisé. Ça dépend des moyens, ça dépend des besoins locaux, ça dépend des objectifs, des priorités. Et du coup, c'est difficile d'aller plaquer un même modèle partout. Donc on a voulu pouvoir le contextualiser et travailler avec des acteurs à l'échelle où pourraient se mettre en place des projets de réhute. Donc le réusage à un endroit n'est pas copiable à un autre? Non. Dans un autre. Parce qu'on n'est pas localisé au même endroit. Si on est près de la mer ou pas près de la mer, ça va être différent. Si on est en une zone rurale avec des usages agricoles ou en zone urbaine, ça va être différent. Donc il y a ce point-là qui a été souligné ce matin et qui est très important. Un deuxième qui a été souligné ce matin, c'est la nécessité de démocratie pour parler des enjeux de l'eau.
Donc le Living Lab, c'est un outil, pour nous, c'est un dispositif qui va rassembler l'ensemble des acteurs d'un territoire et des parties prenantes, donc toutes catégories, les institutions, mais aussi les partenaires privés, les partenaires associatifs et des partenaires académiques, pour travailler ensemble sur l'identification des enjeux liés à l'eau et au réusage, et travailler ensemble à trouver des solutions et à créer de nouvelles connaissances. Donc c'est ça qu'on a voulu tester dans le cadre avec les moyens du défi, en mettant pour chacun donc on a mis en place 6 Living Labs, et pour chacun d'entre eux, on a mis les moyens de faire 4 stages de master sur la durée du défi, donc sur les 5 ans du défi. Master ou Master 2? Master 2. Master 2. 4 stages de Master 2, donc c'est des stages de 6 mois. Mobiliser aussi les moyens des formations de la région, avec par exemple les travaux d'étudiants. Il y a pas mal de formations d'ingénieurs ou de masters qui mettent en place des travaux de groupe d'étudiants qu'on va mobiliser aussi sur ces territoires pour créer des connaissances qui vont correspondre aux besoins de ces territoires. Le territoire, c'est Montpellier, Toulouse, Clermont-Lérault, Voilà. Queyras près de Perpignan, Armagnac et Tarbes. Merci. Donc, Ah bah voilà. vous avez la carte sous les yeux. La manière dont on a choisi ces territoires, donc c'est avoir une diversité en région, de type d'environnement. Donc il y a les 2 grandes métropoles, il y a des milieux ruraux, il y a du piémont, de montagne et du côtier. Également, on s'est mis sur des territoires où il y avait déjà une réflexion sur des réusages. Donc il y avait des projets financés par des programmes antérieurs, le programme ECO, donc par les agences et la région. Il y avait des projets aussi qui ont été financés par le défi, des projets dont parlait tout à l'heure Claire. Mais donc il y avait des acteurs qui étaient déjà intéressés, qui étaient déjà dans une dynamique de mettre en place, de travailler sur les questions de réusage. Et chacun s'est spécialisé sur une thématique. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais par exemple pour Toulouse, pour la métropole de Toulouse, ça va être les réusages d'eau urbaine dans la ville. Sur l'Adour, il y a des enjeux de réusage d'eau urbaine pour l'agriculture. Sur Cléra, donc en zone côtière près de Perpignan, donc initialement c'était comment on fait face au stress hydrique, éventuellement par de la recharge ou alors par d'autres mobilisations des eaux usées. Et puis sur Montpellier, un enjeu de réusage pour une zone agricole périurbaine qui n'a pas d'accès à d'autres ressources en eau, notamment pas d'accès au canal de BRL. Donc je peux peut-être détailler un peu plus Montpellier pour donner un exemple. Ah non, je ne peux pas. On fera après. Vous manquerait-il une diapo? Reprenez le micro. Je pourrais le faire après si vous voulez. Non, bah allez-y, profitez-en. Donc un exemple plus concret, donc celui de Montpellier. Vous voyez le contour vert, c'est le secteur de la métropole qui n'a pas d'accès à d'eau brute autre que l'eau de pluie. Et donc c'est sur ce territoire, mais qui reste donc on est en zone périurbaine, donc avec une activité agricole importante et un enjeu économique lié à l'agriculture important pour cette partie du territoire de la métropole. Et donc la thématique du Living Lab qui a été définie avec les acteurs, c'était de travailler sur une agriculture résiliente au changement climatique sur le territoire, dans ce secteur-là. Vous avez la liste des communes là, et on y a travaillé avec différents projets d'étudiants, des stages de master également. Et je vais prendre un exemple qui est le stage qui a eu lieu l'année dernière, le stage de Laura Vona, qui a travaillé autour des stations d'épuration de Murviel et de Saint-Georges-d'Orc pour voir quel était le potentiel de réusage et quelles en étaient les conséquences. Donc savoir si on faisait ce réusage, qu'est-ce qui est resté en termes de soutien d'étiage à la Mosson, qui est actuellement l'usager de cette eau usée si on ne la prend pas pour l'agriculture. Très bien, merci. Madame Adierski, pourquoi aller chercher à réutiliser de l'eau dans la métropole? Alors, nous, il y a plein de raisons, mais le discours aujourd'hui, c'est surtout qu'on a envie d'être dans l'innovation, on a envie d'accompagner la recherche et de passer ce cap, effectivement, de développer les usages de l'eau. Et la réutilisation des eaux usées traitées est un réusage de l'eau. Ça a été expliqué, il y a plusieurs réusages et la reuse, c'est une façon de le faire. Ce qui nous a importé dans le Living Lab, et en tout cas on a répondu présent quand voilà, l'occasion s'est
s'est présenté, c'était de monter un partenariat avec l'Université de Montpellier pour travailler sur, Olivier Barreto l'expliquait à l'instant, sur nous aider aussi à travailler, nous, sur des dimensions qu'on n'aborde pas forcément, comme l'acceptation sociale, comme le besoin du territoire, comme la faisabilité tout simplement de développement de la REUT. On n'a pas toujours, nous, accès à ni au temps ni aux moyens de le faire, et donc on s'appuie en fait sur la structure de l'université, mais les étudiants, les chercheurs et les masters en fait, pour avancer donc soit sur des stages, soit sur des projets, pour aborder des questions un peu thématiques comme l'acceptabilité. Sur le territoire, effectivement, Olivier Barreto l'expliquait, nous, on a voulu se poser la question de l'agriculture périurbaine, mais dans un secteur concentré sur le nord-ouest de notre territoire, parce que on a la chance d'avoir sur notre territoire un réseau secondaire qui est donc alimenté par le Baronne, le BRL, c'est le réseau régional du donc BRL, mais il est quand même pas présent partout. Il alimente une partie intéressante du territoire, mais il n'est pas partout. En l'occurrence, il n'est pas présent sur le nord-ouest du territoire. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment on pourrait utiliser les eaux qui sortaient des stations d'épuration du nord-ouest du territoire pour venir en accompagnement à l'agriculture périurbaine comme une ressource en eau. Plutôt qu'elles aillent à la mer. Ouais, plutôt. C'était de l'eau perdue. Alors oui, en quelque sorte. Pour les milieux naturels, alors là, voilà. Jamais perdu, alors etc. voilà, et ça encore c'est un débat, puisqu'en fait on peut l'aborder ici, c'est que on a effectivement le souhait donc, de développer la réutilisation des eaux usées traitées. C'est un enjeu fort qu'on a sur le territoire. Bon, il y a effectivement le plan eau du gouvernement et c'est un enjeu déjà une marche qui est déjà importante à franchir. Notre président aussi nous a fixé des enjeux forts sur la réutilisation, avec une augmentation très forte aussi de notre capacité à atteindre des résultats. Pour autant, sur le territoire, on doit faire face, malgré nos intentions et nos projets déjà engagés, à une position de l'État, une doctrine de l'État qui considère que l'enjeu pour nous doit être de faire de la réutilisation des eaux usées traitées en sortie de station sur les stations littorales. C'est-à-dire d'utiliser en priorité cette eau usée au lieu de la rejeter à la mer. Donc c'est ce que vous évoquiez à l'instant, Frédéric. C'est-à-dire que pour l'État, les stations d'épuration plus petites et qui sont réparties sur notre territoire ne sont pas la priorité. Ne doivent pas être la priorité de nos recherches, parce que elles servent à autre chose, et elles servent effectivement à ce que vous disiez, qui s'appelle le soutien d'étiage, c'est-à-dire que les eaux qui sortent des stations d'épuration, elles ont aussi une action de maintien d'un niveau d'eau dans les cours d'eau. Ce qui est une obligation de toute façon légale. Il ne s'agirait pas qu'à cause de la REUT, il y ait moins d'eau pour les milieux naturels. Éric André, je vous ai vu vous saisir du micro, vous avez quelque chose à dire? Oui, parce que c'est une position de l'État, mais aussi des agences de l'eau. C'est vrai que, moi, j'avais participé à une conférence Euromed en octobre sur la réutilisation des eaux usées à Montpellier, et j'avais été un peu étonné que, lors de beaucoup d'interventions de personnes, qui un peu expliquaient que le volume produit par la REUT, c'était un volume, qui était créé. Sauf que non, il n'est pas créé. C'est une eau qui est traitée et qui est issue d'un prélèvement en amont. Et donc c'est vrai que c'est la doctrine État qui est aussi la doctrine agence, c'est qu'il faut faire attention à l'état des milieux. Et le problème, c'est que sur tout le littoral méditerranéen, les 4 départements là, qui concernent l'ex-Languedoc-Roussillon, tous les milieux superficiels sont en déficit. La Tête, la Glie, l'Aude, l'Hérault, je passe tous les faire un par un, ils sont tous en déficit. Ou alors il n'y a pas d'eau, genre la Glie depuis 2 ans, ou le Réar qui est de type oued, c'est-à-dire que le Réar, c'est un petit fleuve qui est dans les Pyrénées-Orientales, il n'est en eau que quand il pleut. Donc ces cours d'eau ont besoin des stations d'épuration. Et donc c'est vrai que le rejet des stations d'épuration, alors ça maintient l'étiage, mais même au-delà de ça, c'est que le rejet de la station d'épuration de Carcassonne a un effet sur les prélèvements aval qui existent en aval de Carcassonne jusqu'à Narbonne pour des ASA, des irrigants, etc. Donc c'est pour ça que quand on parle de REUT, c'est pas un volume qui est ex nihilo, qui n'est pas créé comme ça, c'est un volume qui vient d'un prélèvement amont. Donc la doctrine État, qui est aussi la doctrine agence, c'est que nous, en tant que partenaire financier, agence de l'eau, on accompagne en priorité les projets de REUT qui concernent des stations d'épuration qui rejettent en mer. Parce que la mer, elle n'est pas en déficit quantitatif. A priori, même avec le réchauffement climatique, dérèglement climatique, elle devrait peut-être même augmenter, on ne sait pas, mais bon.
Donc toutes les autres masses d'eau sont en déficit. Donc toute limitation d'un rejet de station d'épuration a un impact a priori négatif par rapport justement à ce manque d'eau dans les cours d'eau. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas faire de projets REUT sur des stations d'épuration qui sont au niveau de Clermont-Lérault, Nîmes, Alès ou autres. Mais il faut bien prendre en compte que si vous faites de la REUT, donc vous allez moins rejeter d'eau dans le cours d'eau et dans le milieu naturel qui en a besoin, a priori. Le juge de paix, c'est le niveau d'eau en période d'étiage, il faut qu'il soit conforme. Enfin, c'est, comment on appelle ça, c'est le volume, celui qui est fixé par arrêté préfectoral, c'est le volume minimal dans une rivière. Le débit minimum biologique. Il y a un débit minimum biologique qui doit exister pour la vie aquatique. Et justement, ce qui était intéressant, dans la carte que vous avez montrée, c'est que les 3 projets qui concernaient Montpellier, Clermont-Lérault, il y avait bien un souci. Il y avait bien un souci de préserver les ressources existantes. Et c'est-à-dire que nous, agence de l'eau, Montpellier Méditerranée, c'était sans accroître la pression sur la ressource en eau. Le Clermontais, c'était pour soulager quantitativement les pressions sur la ressource en eau. Ça veut dire que y a de la REUT qui permet de moins prélever en amont. Donc ça peut être intéressant. Si vraiment la ressource dans laquelle, comme le Clermontais, je ne sais pas quels sont ces captages d'eau potable, mais s'ils sont encore plus dégradés, on va dire, que la rivière, ça peut être intéressant de faire de la REUT pour le Clermontais. Et pour terminer... Je repasse la parole à Mme Madiarski pour terminer le tour de table. Je vais faire ça. Donc en fait, c'était juste pour repositionner donc ce Living Lab. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé donc un partenariat ensemble qui fixe des enjeux, des grands enjeux et des problématiques qu'on a identifiées sur le territoire, sur lesquels on cherche l'appui donc de l'université pour à la fois identifier des sujets de stage pour les étudiants, également nous aider donc à avancer ensemble sur l'expérimentation. C'est ce qu'on évoquait donc là. On a eu l'expression en fait du retour de stage donc vous en parliez Olivier, donc qui a pu explorer en fait les pistes de REUT en matière d'agroécologie, qui est une politique forte de la métropole. L'idée est vraiment effectivement non pas de créer de nouveaux besoins, mais de compenser des besoins d'eau avec autre chose que de l'eau potable, parce que la question, l'enjeu, il est là pour nous. C'est quels sont tous les besoins qu'on pourrait satisfaire avec une eau qui ne soit pas passée par des usines de traitement d'eau potable avec un coût qui est important. Claire le disait, et quel coût? C'est-à-dire que le coût de l'eau, il est réel aussi. C'est que on peut pas faire de la REUT à n'importe quel coût. Donc en fait, c'est tout ça qui nous apporte le Living Lab, c'est aussi de préparer le territoire sur l'acceptation, au coût aussi. À quel coût les gens sont prêts à payer? Parce que l'eau sera chère au regard d'une eau en France qu'on paye quasiment rien. D'accord. L'eau sera forcément cher. Chez vous, Monsieur Lotz, d'ailleurs, vous avez aidé Monsieur Lotz, Madame Madiarski, vous avez aidé ce projet? Vous l'avez suivi? Alors non, je l'ai découvert quand on a préparé ensemble, mais il n'y a pas de souci. Je suis pas tous les dossiers non plus, donc non, je suis ravie. Mais je vais vous projeter parce qu'on a découvert qu'il y avait plein de slides. Alors, Oui, Monsieur Lotz, à quoi ça revient justement cet usage de l'eau, Nous, alors je vais montrer un peu l'échelle de la résidence. Montrez pas tout, on n'aura pas le temps. Donc ça, c'est le projet qui se situe sur la commune de Latte. C'est un coût qui est assez important pour nous, parce que là, par exemple, vous prenez la trame d'un logement type T2 ou d'un logement type T3. T2, donc c'est avec une chambre, T3, c'est avec 2 chambres. Ce qu'il faut voir, c'est l'impact qu'on va avoir sur les gaines. Donc on est obligé, quand on a ce traitement des eaux grises, on est obligé d'avoir des gaines qui sont surdimensionnées. Donc forcément, ça joue sur la perte d'une surface habitable qu'on ne va pas vendre. Après, ça se passe en sous-sol. En sous-sol, vous avez un local qui est forcément dédié à cet usage. Donc ça aussi, il faut le construire, c'est du béton. Donc là aussi, c'est une perte de surface. Et ça représente là aussi encore un investissement. Et là, c'est un peu le schéma de principe du fonctionnement de l'unité qui sera positionnée en sous-sol. Nous, à l'échelle de cette opération, ça représente un investissement d'environ 100 000 €. Je pense qu'en face, l'économie, ça va être, à l'échelle de la copropriété, c'est à peu près 5 000 € par an. Ah ouais. Voilà. Donc, le retour sur investissement, il faut est pas terrible quand même. Il faut se projeter sur 10 ans, sur 20 ans, etc. Parce qu'après, les membranes qui sont mises en place, elles ont une durée de fonctionnement pendant 10 ans.
Mais au-delà, effectivement, du coût d'investissement, c'est vrai que nous, ça a été, comme je le disais, une démarche purement volontariste. Au-delà de ça, on avait cette envie vraiment d'initier un projet et peut-être que en le réitérant à l'échelle de nombreuses copropriétés, nombreux bâtiments, le coût d'investissement va aussi se réduire avec le temps, quoi. Et puis c'est vrai que la ressource en eau aujourd'hui en France, elle est pas très élevée, je crois que c'est 5 €. Mais du mètre cube. Du mètre cube. Mais dans les années à venir, il faut quand même se projeter en se disant que peut-être ça va doubler. Donc il faut aussi avoir cette démarche un peu innovante. Le système de filtration, là, c'est de l'ultrafiltration, de la nanofiltration, alors, pour parler de classification, l'eau, quand elle sort, elle est en classification A+. Donc A+, vous pouvez la boire. Voilà. Madame Albassi, vous souhaitiez commenter ce graphique. D'accord. C'est le même système qu'il y a dans votre camion, Madame Madzierski, l'unité mobile. Alors non. Nous, le camion, enfin, je suis pas la technicienne du projet, hein, elle est là, mais elle est occupée, je crois, à le faire visiter. Non, ce sont des membranes en fait qui ont été donc installées dans le camion. L'idée du camion Life Rewa, c'était de produire une eau à différents niveaux. Donc le monsieur à côté de moi l'expliquait, lui, il va pouvoir produire une eau à niveau A+, c'est quasiment c'est de l'eau potable. Et l'idée du camion, en fait, ça a été de se dire, selon l'usage, on peut avoir besoin d'une eau de différents niveaux, d'une qualité différente. Et l'idée, donc tout le process à porter sur ça, c'est de dire, on ne va pas construire des unités de traitement dans toutes les stations d'épuration qui pourraient faire de la reuse, parce qu'on ne peut pas anticiper aussi sur les besoins qui vont faire jour autour des stations. Donc c'était l'idée, construisons une unité de traitement mobile qui, elle, va se déplacer de station en station et qui, selon les besoins du territoire là où elle ira, produira une eau de niveau A, B, C ou D. Donc en fait, c'est toute l'idée, c'est de faire varier le niveau de traitement de l'unité mobile en fonction des besoins identifiés sur place pour avoir une empreinte carbone de bon niveau et avoir des usages à proximité des sites. Pour éviter en plus de redéplacer l'eau. Voilà l'idée. A, B, C ou D, Madame Albassi, Monsieur Barreto, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La classification de l'eau, prenez le micro. Ce sont des classifications de qualité d'eau qui sont basées sur la quantité de matière en suspension, de présence de carbone, de molécules carbonées, de molécules azotées. Et ça veut dire quoi? A, on peut pas la boire. On peut se laver avec? A+, pour boire. A+. Et D, on arrose le jardin, même pas? Non, même pas. Qu'est-ce qu'on fait avec du D, alors? On la traite. D'accord. Je crois que ça n'existe pas. Je ne sais pas si elle existe ou pas. Madame Madzierski. Le niveau le plus bas permet de faire du goutte à goutte en agriculture. En irrigation. Il ne faut pas de contact humain du tout. C'est du C. C'est du C. Et le D, oui, je crois que D, on l'utilise pas, mais c'est le niveau le moins propre, si on peut utiliser ce vocable. C'est ce qui est intéressant, c'est le niveau qui est le plus chargé en nutriments. Donc c'est le niveau C. Monsieur Lotz, il faut combien de logements ou quelle surface ou combien de robinets, combien d'utilisateurs pour que ça commence à être rentable, votre affaire, ou que le surcoût puisse être acceptable? Je pense qu'à l'échelle d'une résidence de 80 logements, ça va commencer à être intéressant. On avait essayé de tenter des projets sur 15 à 20 logements, mais le coût d'investissement est trop important. Et je pense que... Après, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai qu'on récolte quand même les eaux qui sont à l'échelle même de la résidence. Donc c'est aussi tout l'intérêt, quoi. Je trouve que du coup, on ne va pas non plus refaire des canalisations, les amener en station d'épuration. Donc l'eau, elle est présente, elle est sur place, on la retraite, on la réinjecte, on la refiltre. Je trouve que c'est aussi l'intérêt de cette démarche. Voilà. Mais pour répondre à la question, sur une copropriété comme ça, il faut minimum 80 logements. Et ça sera amorti sur 5 ans, je pense. Voilà. Monsieur André, la réhute, c'est forcément du circuit court? Pour une question de coût, pour une question d'évitement des fuites? Oui, on va essayer de limiter les canalisations, oui. Ça, c'est un très beau projet. Que vous avez subventionné, bien sûr. Alors, l'agence, on ne s'est pas encore positionné sur tout ce qui est eau grise. Donc, on a un 12e programme d'intervention. Il y a encore temps, oui. Oui, mais il est justement... mais on a bien prévu, puisque nous, on fonctionne par programme de 6 années d'intervention. Nous, on est au 2e programme qui commence en 2025. Et donc, on aide tout ce qui est projet des réhutes. Pour que ce soit porté par une collectivité, un industriel
un acteur agricole, mais on aura sûrement un appel à projet qui va venir dans le cadre de ce 12e programme qui concernera les eaux grises. Bon, un appel à projet, donc c'est plus ponctuel, c'est sur 1 ou 2 années, avec un budget limité. Donc, voilà, on dépose les projets, il y a un jury, on retient. Et souvent, ce qui est un appel à projet lors d'un programme d'intervention devient peut-être, lors du programme d'intervention suivant, une aide plus classique, on va dire. Est-ce qu'il y a une distance maximale en termes de tuyaux d'usage pour laquelle le réusage n'a pas de sens ? On peut le définir ça par territoire ? Le tout tuyau, de toute façon, un tuyau et ça s'entretient, ça se pose, ça s'entretient, c'est un coût. Nous, de toute façon, à Agence de l'eau, on est quand même toujours avec une vision très environnementale. C'est un peu notre objectif, et c'est par rapport à l'état des masses d'eau toujours. Donc, on va pas trop regarder si le projet est coûteux, mais qui contribue vraiment à diminuer les prélèvements en eau sur la ressource, etc. C'est pas une question de coût, c'est une question d'objectif et d'impact positif sur les milieux. Monsieur Barreto. Non, je disais aussi que ça dépend de la topographie. Si vous avez de la pente, vous pouvez aller plus loin. S'il n'y en a pas, il faut pomper, c'est assez d'énergie, c'est des coûts supplémentaires. Et après, comme disait M. André, c'est aussi évalué par rapport aux bénéfices attendus. Dans les PO, là, il nous disait que les agriculteurs étaient prêts à payer assez cher l'eau si c'était pour sauver des arbres, des fautiers. Si c'est juste pour une culture annuelle, ils vont être moins prêts à monter les prix. Ouais, donc il faut vraiment interroger les usages, savoir pourquoi on le fait, d'où l'intérêt de convoquer tout le monde et toutes les disciplines. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions ? Voulez-vous profiter de Johan Lotz avant qu'il ne nous quitte dans 11 minutes très exactement ? Avez-vous des remarques, des questions, des dimensionnements à faire, d'une recherche de subvention ? Voulez-vous c'est le moment, faire bâtir chez vous des immeubles, des ZAC alimentés en eau grise ? Ou êtes-vous encore en train de digérer ? Ou mes invités ont-ils été roboratifs ? Voilà, il y a une question. Merci. Merci Luna de bien vouloir porter le micro. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, Martin Perrin, je suis de la société réutilisation eau.fr et je m'interrogeais sur le sujet des eaux grises. Je me demandais, en fait, on a beaucoup parlé des aspects acceptabilité sociale et pour la partie eau grise dans l'immobilier, je me demandais ce qui était prévu justement pour faire la passation entre le porteur de projet initial, donc le développeur immobilier, et la copropriété. Comment va se passer la suite en fait ? Bonne question. C'est une excellente question. C'est vrai que, alors déjà pour répondre sur l'effet Burke, forcément quand on commercialise une résidence et qu'on met en place ce système-là qui est innovant, on en a parlé à l'ensemble de nos acquéreurs. Alors je peux vous dire que l'effet Burke, il était absent totalement. Et plutôt, ils sont assez moteurs, ils veulent des renseignements, savoir comment ça va se passer. Et au contraire, quand vous interrogez la population française, vous avez quand même 80% des personnes qui vous disent que c'est quand même anormal de tirer une chasse d'eau avec de l'eau qu'on pourrait boire. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Après, le deuxième élément de réponse, c'est qu'avec MDoc, et vous avez entièrement raison, on a mis en place un système de vérification qui va être hebdomadaire dans un premier temps, avec des analyses et un suivi assez périodique, effectivement, de cette exploitation, de cet usage et de cette utilisation. Pour autant, demain, quand le système se mettra en défaut, s'il doit se mettre en défaut, comme on a systématiquement un double réseau, il ne faut pas que vous arriviez devant votre chasse d'eau en disant bah, « tiens, je ne peux pas tirer la chasse d'eau parce que le traitement, la petite micro-station d'épuration ne fonctionne pas ». Donc on a aussi pallié à ce système-là, d'où l'intérêt des doubles réseaux, c'est que demain, vous reprenez à l'échelle d'une résidence un système qui est plus normal et normé sur le fonctionnement tout un classique, quoi. Voilà. Monsieur Barreto. Oui, c'est aussi un sujet qui ressort dans Living Lab avec la métropole, et le stage qui est mis en place cette année, donc qui répond à une des questions, est sur l'usage de ces eaux grises à l'échelle, pas du bâtiment, mais du quartier. Donc regardez au niveau d'un quartier, est-ce que ces eaux grises peuvent apporter des choses, notamment pour les espaces verts entre les immeubles. Et là, c'est des attentes des acteurs qui sont derrière. Madame Madierski. Oui, juste pour compléter, effectivement, c'était typiquement là lors d'une réunion technique récente du Living Lab, donc qui réunit vraiment tous les acteurs. J'ai peut-être pas insisté tout à l'heure vraiment sur le fait que c'est vraiment une arène de discussion. Le Living Lab, c'est vraiment un endroit où on retrouve collectivités, les chercheurs, mais les professionnels, des
des enseignants, des agriculteurs. Donc, mais pardonnez-moi, mais que vous oui. choisissez comment, que vous réunissez à quelle fréquence, Monsieur Barreto? Je suis désolé, je vous fais jongler. Non, c'est pas grave, on va jongler. Le comité technique, je dirais 2 fois par an. Je sais pas, je regarde Justine. C'est ça, c'est 2 fois par an. Qui est Justine? Attendez, qui est Justine, montrez-vous. Justine. Où est Justine? C'est vous. L'idée, c'est de partager et d'identifier des nouveaux besoins. Et effectivement, c'est fait jour lors de notre dernière réunion technique de cette proposition. Et on a tous saisi l'opportunité de faire cette étude et de travailler sur l'acceptabilité des eaux grises à l'échelle d'un quartier. Parce que pour nous, ça va apporter beaucoup de choses si plus tard on veut pouvoir faire de la réhute urbaine. Et donc d'avoir travaillé grâce donc aux chercheurs et au Living Lab cette question-là, même si elle est à l'échelle d'un quartier, sur les eaux grises, c'est déjà une entrée en matière qui est intéressante. Il faudrait dire que le stagiaire est là dans la salle, donc c'est Erwan qui est devant. Si vous voulez discuter, il vient juste de commencer, donc il n'aura pas encore beaucoup à vous apporter. Et juste pour répondre à la question, comment ça a été constitué? Donc c'était un travail sur chacun des Living Labs qu'on a fait, d'identifier avec un coporteur, donc ici à Montpellier c'était avec la métropole, et quelques acteurs clés, notamment ici c'était le CIBL, le syndicat du bassin versant du Lez. Quels étaient les acteurs impliqués? Donc quel était le niveau d'intérêt et quelle était leur envie de s'impliquer. Et on a choisi, en fonction de ces 2 axes, on visait à peu près 6 acteurs non académiques à inviter dans le comité technique. Et en parallèle, on prenait 6 académiques, donc 6 membres de la communauté académique de la région, pour amener les compétences qui correspondaient aux questions que se posaient ces acteurs. Donc là, vous voyez que sur le contexte de la métropole, on a un petit peu élargi progressivement en fonction des gens intéressés. C'est une arène de concertation, mais qui fonctionne de manière, je veux dire, consensuelle, enfin dans le sens où c'est du travail collaboratif. Il n'y a pas de vote, donc il n'y a pas d'enjeu d'être vraiment 6-6. C'est des réunions régulières? À peu près 2 fois par an, comme disait Anne. 2 fois par an. Oui. En gros, il y a une réunion qui permet de définir quels vont être les sujets de stage qu'on va souhaiter, donc quelles vont être les questions que les acteurs veulent se poser. Et puis il y a une réunion qui va plus présenter les résultats, donc quels ont été qu'est-ce qui ressort de ces stages. D'accord. A-t-il d'autres remarques, d'autres questions, mesdames, messieurs? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, Michel Desarmagnas, je suis administrateur des Compagnons de Maguelone. Et donc, ma préoccupation, c'est l'île de Maguelone, sur laquelle on vient d'installer une nouvelle station de traitement des traitements des eaux usées, qui est, paraît-il, extrêmement performante et qui sort de l'eau très propre. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse récupérer cette eau pour arroser le parc. Pas trop arroser les vignes parce que c'est pas notre truc, mais on a aussi un programme d'agroforesterie dans lequel on a déjà planté 2 km de haies et j'ai bien l'intention de continuer à planter des haies sur la presqu'île. Et je suis un peu perdu parce que je sais pas à qui je dois m'adresser au début. Est-ce qu'il faut que j'aille voir des entreprises qui vont apporter des réponses techniques? Est-ce que je dois aller voir l'agence de l'eau? Est-ce que je dois avoir l'université? Est-ce que je dois avoir la métropole? Je sais pas très bien par où commencer en fait pour essayer de résoudre ce problème et puis arrêter de rejeter de l'eau. Alors, on est vraiment dans la situation idéale que vous avez décrite tout à l'heure, parce que l'eau de notre station, elle part directement dans la mer, enfin dans l'étang qui est derrière, et en plus, on veut vraiment l'utiliser en très très local, quoi. Donc, on est vraiment dans... Voilà. Donc, je ne sais pas très bien par où je dois prendre le problème. Donc, par qui? Par l'agence de l'eau, non? Comme ça, moi, vous saurez si vous aurez des sous. Oui, c'est une station d'épuration privée ou c'est public? Oui, c'est privé. Parce que c'était public, ce serait la compétence de la commune de Villeneuve, donc ce serait l'agglo de Montpellier, enfin Montpellier Métropole, mais si c'est privé, donc déjà pour l'agence de l'eau c'est raté, on n'aide pas les privés, je vous mets déjà dans la confidence. Après le problème, oui, ça sera vos fonds propres si vous voulez faire de la réutilisation d'eau. Et bon, après il faut voir une entreprise. Alors la réglementation, est-ce qu'il faudra plutôt vous tourner vers la DDT, vers les services de la préfecture pour autoriser le système? Madame Madzierski, vous pouvez pas l'aider? Pas trop, parce que j'ai peur de dire des âneries, mais je vois des gens très brillants là autour de moi qui se cachent, qui pourraient répondre parce que c'est leur quotidien. Julien, si tu veux juste, pour une entreprise qui a un projet de station d'épuration... Monsieur Julien, venez, voilà. Juste, explique. Une entreprise... passer le micro. Alors, Julien Baroni est directeur... il va s'expliquer, il va se présenter.
Mais je te pose la question après. Donc, Julien, le monsieur nous demande quelque chose, on ne sait pas répondre. En fait, il a un projet de station d'épuration. Ils ont une station d'épuration privée. Ils aimeraient faire de la reuse. Il dit vers qui je me tourne pour avoir les autorisations nécessaires pour faire de la reuse et pour faire des études, pour savoir ce que je peux faire ou pas. Parce que c'est privé. Donc voilà. Du coup, c'est une installation... Alors, il est où? Pardon. Ok, bonjour. C'est une installation classée? C'est une habitation? La cathédrale de Maguelone. Ah, la cathédrale de Maguelone, c'est pas une ICPE. Alors vous serez soumis à dérogation, c'est-à-dire qu'il va falloir prouver l'innocuité en fait de l'utilisation de l'eau pour l'usage que vous ambitionnez et prouver au service instructeur qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Et là, il y a différents gradients sur l'autorisation qui vont jusqu'à une audition par l'ANSES qui pourrait venir analyser en fait votre projet. Donc ma démarche, c'est quoi? C'est d'aller voir l'ANSES d'abord? C'est d'aller voir des entreprises qui sont capables de faire le travail ou de me proposer des solutions techniques? La toute première démarche, en fait, ça serait de qualifier et quantifier les eaux que vous souhaitez récupérer. Donc, c'est-à-dire ceux qui sortent de la station d'épuration. Oh, ouais. Et de voir ce que vous voulez en faire ensuite. Après, malheureusement, je vais vous dire de vous rapprocher d'un bureau d'études pour vérifier la préfaisabilité des usages et surtout la préfaisabilité réglementaire parce que ça va être le vrai sujet là. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Si on vous retrouve Julien Baroni tout à l'heure pour les pitchs. C'est bon pour vous. Merci de remercier Johan Lotz qui doit nous quitter plus tôt que les autres intervenants. Y a-t-il d'autres interventions, mesdames, messieurs, avant de passer au pitch? J'avais une question pour vous, monsieur André. Quand on parle de réhute, l'eau qu'on va utiliser vient en substitution d'une autre eau. Oui, on ne rajoute pas de l'eau à l'eau pour éviter l'effet rebond. Voilà, nous, l'agence de l'eau, lorsqu'on finance des projets de réhute, c'est en substitution d'un usage existant. On ne finance pas des nouveaux usages. Alors c'est vrai que ça peut être problématique, mais parce qu'on a pas mal de le monde agricole, du fait des épisodes de sécheresse, a besoin de sécuriser son irrigation et se tourne pas mal vers des projets de réhute. Mais nous, agence de l'eau, on n'est que partenaire financier, le projet peut se faire sans nous, bon, il est plus coûteux. C'est-à-dire que quand vous analysez un dossier de subvention, vous dites voilà, là vous aurez 100 mètres cubes, oui, mais quelle sera l'économie derrière? Il faut qu'on reste à zéro. Oui, théoriquement, c'est que c'est en lieu et place d'un forage existant. On a une ASA qui veut, un agriculteur veut irriguer 10 hectares de vignes. Et si il les arrosait pas auparavant, on n'aidera pas. S'il les arrosait auparavant par un forage et qu'il arrête d'utiliser ce forage, donc qu'il soulage les nappes phréatiques et qu'il utilise l'eau de la réhute, là on pourra l'accompagner. D'où l'intérêt d'une bonne concertation, Madame Albassi. Je n'ai pas entendu. D'où l'intérêt d'une bonne concertation pour éviter l'effet rebond. Cette notion cette idée de ne pas créer de nouveaux usages avec la réutilisation, c'est vraiment quelque chose de capital. Même pour le bon état, je pense on va dire assez globalement le bon état écologique de nos masses d'eau. Et certainement que s'empêcher de créer de nouveaux usages va passer par une éducation à l'eau que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas. Juste une petite anecdote, moi il m'est arrivé sur une journée de fête de la science d'expliquer le circuit de l'eau dans la maison, comment l'eau rentre, comment elle est utilisée, comment elle est salie, comment elle sort. Et une jeune femme m'a dit « Ah, mais moi je croyais que l'eau elle tournait dans la maison ». Ah oui, quand même. Quand même. Est-ce vraiment représentatif de l'état d'acculturation de la société? Malheureusement, je pense que oui. Bon. Voilà. Mais j'essaierai chez moi. Non, mais vraiment, je pense que tous les acteurs de l'eau qu'on est là réunis, on doit avoir cette mission quelque part d'éducation à l'eau et de bien faire comprendre à tout le monde d'où vient l'eau, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'utiliser et comment on la charge en même temps. Et donc, ce qu'il faut faire ensuite pour éventuellement la réutiliser. Voilà. Merci. On passe au pitch. Donc, 3 entreprises vont venir se présenter. Alors, vous n'aurez pas à voter pour dire si oui ou non elles ont encore le droit d'exister ou si elles ont droit à un contrôle de l'URSSAF. Mais en tout cas, vous pourrez les questionner, vous aussi, mesdames et messieurs. Mes intervenants commencent par Jérémy Cartier pour la société L4M.
que je vous demande d'encourager. Non, vous restez avec moi. Voilà, prenez un micro, monsieur. Vous avez le guéridon rien que pour vous. Non, c'est un manche debout. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Et la zapette peut-être, parce que je pense que vous aurez des choses à montrer. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Vous êtes donc directeur adjoint de L4M. Dites-nous tout sur L4M. Tout à fait. L4M est un groupement d'intérêt économique. C'est une structure qui a pour but de fabriquer, commercialiser et installer des appareils de recyclage d'eau grise, un peu similaires à ceux que M. Lotz présentait, sauf que nous utilisons une technologie qui est légèrement différente, puisque nous n'utilisons pas de système membranaire qui peuvent être contraignants en termes d'entretien et de durée dans le temps. Nous utilisons un système en fait qui est plus biologique, dirons-nous, puisque c'est un système de traitement par aérobie et anaérobie sur un champ bactérien libre. C'est-à-dire que nous avons des microbilles dans notre appareil qui sert de support aux bactéries et qui permet donc, par la création d'un champ bactérien, de devenir nettoyer l'eau. Comme vous voyez sur ces images, notre système, l'Aqair System, est un système doté de 3 modules. Un pré-module de pré-traitement, qui va, sur un cycle de 3 heures par aérobie, anaérobie, oxygéner l'eau et commencer à la nettoyer. Suite à ça, nous avons un deuxième module qui est la cuve que l'on voit au milieu. Cette cuve, c'est le deuxième traitement qui va venir parfaire le premier. Suite à ça, nous arrivons dans le troisième module, la cuve de stockage, où nous avons en tête un stérilisateur UV qui va venir désinfecter l'eau. Cette eau, donc, c'est la réutilisation des eaux grises pour un usage sur des points ne nécessitant pas de l'eau potable, donc l'alimentation des WC, l'arrosage, le nettoyage de locaux, toute utilisation technique de l'eau. Nous existons, le GIE L4M, depuis à peu près une dizaine d'années et nous avons nos premiers appareils qui ont pratiquement le même âge. Alors pour le moment, nous sommes assez développés. Vous tapez dans le luxe quand même, hein ? Oui. Mieux. Ouais. C'est que c'est plus facile. C'est malheureusement plus facile, pas pour une question de moyens, c'est plus facile pour une question législative. C'est-à-dire que malheureusement, en France, nous avons une législation qui est parfois trop restrictive et qui empêche trop souvent, de mettre en place des systèmes qui pourraient fonctionner, qui fonctionnent et qui techniquement ne présentent pas de danger. C'est pour ça que nous sommes beaucoup plus présents sur la principauté de Monaco, bien que nous avons aussi des unités qui soient à Paris, en région parisienne, tout à fait. On a des projets qui vont sortir aussi, on ne peut pas trop en parler, mais qui sont signés pour des structures sportives de clubs de football professionnels. Pour l'arrosage des pelouses ? Alors ça va être pour l'arrosage des pelouses, ça va être pour l'alimentation aussi des WC, des locaux du nouveau centre de formation. D'accord. Voilà. Donc nous avons beaucoup d'installations, nous avons du recul sur nos installations, nous savons que ça fonctionne. Nous suivons depuis des années nos appareils puisque nous les installons, nous les entretenons, nous les dépannons, nous ne sous-traitons pas. Et nous avons toute une gamme en fait d'appareils qui vont de l'Aqair 111, donc le premier que vous avez avec les 3 cuves, jusqu'à un Aquair XXX. Je m'explique. Chaque module est composé d'une cuve ou de X cuves. L'Aqair 111 a un module de pré-traitement, un module de traitement et un module de stockage. On peut, comme c'est le cas sur un de nos projets qu'on a chiffré pour un hôtel d'un parc d'attractions en région parisienne, on peut par exemple avoir 13 cuves de pré-traitement, 13 cuves de traitement et 13 cuves de stockage. Voilà. On va, après une étude, s'adapter à la demande et aux besoins en eau que nous avons. L'avantage aussi que nous avons sur nos appareils, c'est que nous avons possibilité sur les cuves de pré-traitement de récupérer les calories des eaux grises. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les eaux grises, notamment lorsqu'elles sont issues de la douche, arrivent à une certaine température et on a possibilité, en mettant un serpentin et un échangeur de calories, de récupérer une partie de ces calories. Donc pour en faire quoi derrière ? Pour aider à chauffer l'eau chaude sanitaire de l'installation. D'accord. Tout à fait. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'utiliser de l'eau potable sur des postes qui ne le nécessitent pas. Ce matin, je me suis levé, j'ai uriné dans de l'eau potable. J'ai pris mon véhicule, j'ai emprunté des avenues, des rues, nettoyées par des machines alimentées par de l'eau potable. Je suis arrivé au parc des expositions, il y avait des parterres de fleurs, arrosés aujourd'hui par la pluie, mais l'été par de l'eau potable. Et en venant jusqu'ici, j'ai emprunté des allées qui étaient nettoyées certainement avec des personnes qui ont rempli leur seau avec de l'eau potable.
Je viens d'un territoire, les Pyrénées-Orientales, où depuis quelques années, on apprend à nos enfants à ne plus sauter dans les piscines, à ne tirer la chasse qu'au bout de 2 ou 3 usages, suivant l'usage. J'insiste. Et malgré ça, ce matin, j'ai uriné encore dans de l'eau potable. Donc le but est de faire en sorte que, à chaque endroit qui ne nécessite pas d'avoir une eau potable, on puisse utiliser la réhute. Je vois le logo du ministère. Vous avez été aidé par le ministère? Non, ça c'est le fonds que nous a transmis le salon. Ok. Mais si le ministère veut aider, on est preneur. Hein, on est ouvert. L'agence de l'eau peut être aider. Vous avez des questions, des remarques, mesdames, messieurs? Madame Adzierski. J'en ai une. Chaque dispositif est composé donc de 3 éléments. Quand vous êtes sur des gros dispositifs, vous parliez de 13 unités, donc vous faites le choix d'avoir 13 unités de stockage au lieu d'une grande. C'est plus parce que c'est le process qui est ainsi ou... Non, alors même quand on a beaucoup de cuves, ça reste quand même une seule unité. Simplement, cette unité est équipée de plus de cuves de traitement, plus de cuves de pré-traitement et plus de cuves de stockage. Si j'ai besoin, on va prendre l'exemple de l'hôtellerie, si j'ai besoin d'absorber le pic que représentent les douches le matin dans un hôtel, je vais installer une dizaine de cuves de pré-traitement pour pouvoir absorber ce pic, le traiter la journée et le stocker. Ça reste une machine, simplement le fait d'avoir un module de pré-traitement, un module de traitement et un module de stockage, ça va nous permettre d'agrandir en fait ces modules et de faire du sur-mesure. Dans le public, une question? Oui. Madame Albassi, pardon. Sous quelle forme vous mobilisez les bactéries? Vous avez parlé de lits bactériens, oui. Ça? Alors on utilise les bactéries qu'on a sur le corps, déjà c'est pour ça qu'on recycle les eaux grises, hein, les eaux issues du lavage corporel, et on développe ce champ bactérien en fait avec, alors chez nous ça s'appelle des hélix, ce sont des micro-billes en fait plastiques qui vont servir de support. D'accord, merci. Prenez des noyaux de pêche, vous avez des concurrents qui utilisent ça. Il faut manger beaucoup de pêche. Il faut manger beaucoup de pêche, ouais. Oui je sais bien. Ça peut être des soucis. Oui. Merci beaucoup Monsieur Cartier. Avec plaisir. Geneviève Marais, mesdames, messieurs, présidente et fondatrice d'Aquatech Innovation. Merci de l'applaudir, de les applaudir. On vous écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc Aquatech Innovation est une start-up de la Green Tech et nous sommes basés à Montpellier. Attendez, je cherche mes repères. C'est vous? C'est moi, oui c'est moi. Voilà, donc Aquatech est engagé, comme je disais, sur la protection de la ressource en eau et notre positionnement premier est sur les structures qui accueillent des touristes, donc principalement le marché touristique. On s'est prédéfini chez eux parce que nous sommes adaptés typiquement pour des milieux très contraints, à savoir qu'on est originaire des milieux portuaires. Et la proposition de valeur que je vous présente là, en fait, est l'histoire de 6 années d'activité que nous avons, qui permet d'apporter une réponse complète sur l'ensemble du cycle de l'eau de ces exploitants types. Donc à la fois activité portuaire, et naturellement, c'est le marché de l'hôtellerie de plein air qui est venu nous chercher. Donc, dans un premier temps, sur cette proposition de valeur, comme vous pouvez le voir sur votre droite, vous avez tout ce qui est les outils d'aide à la décision. Ces outils d'aide à la décision sont importants pour nous, pour accompagner ces exploitants à comprendre leur consommation d'eau. Et donc, chez Aquatech, vous avez 2 compétences majeures, à la fois les ingénieurs de l'eau et les ingénieurs informatiques. C'est l'association de ces 2 compétences qui fait que, à la fois en termes d'automatisme, on aboutit nos solutions, mais en plus, vous avez toutes les solutions digitales et connectées qui permettent cet accompagnement, avec en l'occurrence la valorisation de la donnée et à l'avenir, je l'espère, l'intelligence artificielle également. Donc très clairement, vous allez avoir dans un premier temps ces outils d'aide à la décision qui vont être typiquement un accompagnement avec un aquapair. Ce qu'on appelle aquapair, ça va être déjà analyser les besoins, les comprendre et aller sur de l'accompagnement qui va être prédéfini suivant leur cahier des charges. Il va être très différent d'un établissement à un autre. Ensuite, souvent, ils ont peu de ressources parce qu'ils n'ont même pas les plans pour pouvoir agir. Donc, on va aller positionner des compteurs connectés qui va permettre de remonter la donnée et de mieux comprendre et aussi de détecter des fuites. Et sur ça, c'est l'applicatif Aquadata qui va permettre de faire le retour d'analyse de la donnée et sur lequel, à la fois sur téléphone portable ou un ordinateur, ils vont se connecter, ils vont pouvoir suivre dans leur quotidien tout ce qui est la gestion de l'eau sur leur établissement. Ensuite, vous allez avoir les solutions
dit opérationnel. C'est là où les ingénieurs de l'eau rentrent typiquement en scène. On va avoir des solutions qui sont du début du cycle, à savoir aller chercher les effluents où qu'ils se trouvent, quelles que soient les contraintes. Vous avez sur cette photo, en bas à droite, un camping qui s'est retrouvé dans une difficulté puisque la montée des eaux s'est faite sur son camping. Il s'est retrouvé dans la bande des 100 mètres et du coup, il a dû démonter tous ses réseaux. Comme le dit la réglementation, on n'a pas le droit de construire dans cette bande des 100 mètres. Donc l'installation, que nous avons mise en œuvre, permet de déployer un réseau qui était démontable et qui, du coup, tous les hivers, était enlevé pour retrouver la plage toute vierge et, du coup, remonter chaque année. Donc collecter les eaux usées, c'est notre premier enjeu sur lequel nous avons déjà 2 brevets. Ensuite, dans un port, le collecte et le clear. Clear, c'est le traitement des eaux usées avec un traitement biologique, avec une finition phytosanitaire. Donc là, on répond à cette problématique des ports qui souvent ne sont pas connectables au réseau de ville. On vient donc collecter, on va chercher à bord des bateaux les eaux usées et on les traite sur place quand on ne peut pas se raccorder au réseau de ville. Après, vous avez ce qui est l'Aqua-Reuse. L'Aqua-Reuse, c'est la solution qui répond à la réglementation de juillet de l'année dernière, qui consiste à récupérer les eaux des douches, des lavabos, de pouvoir les réorienter vers les espaces verts ou les chasses d'eau. Et derrière, surtout le produit phare de chez Aquatech, c'est l'Aquapool, qui nous a fait beaucoup parler de nous. C'est cette solution qui permet de répondre aux espaces aquatiques qui consomment beaucoup d'eau. Il faut savoir que dans un espace aquatique qui accueille du public, il y a de grosses contraintes réglementaires. Et donc, pour pouvoir pallier à cette consommation excessive, on a cette réponse Aquapool qui va récupérer toutes les eaux usées de lavage de filtres de piscine pour les traiter et les remettre après traitement dans le bassin. Voilà nos enjeux que l'on couvre. Cette présentation-là vous montre comment aujourd'hui le marché qui commence à s'étendre nous ouvre clairement sur d'autres destinations. Le marché touristique est notre marché phare, mais naturellement tous les acteurs de la ville durable aujourd'hui nous sollicitent et pour aller autant accompagner sur des immeubles que ce soit sur des parcs d'activités, sincèrement notre couverture de produits permet de remplir des besoins sur l'ensemble de ces services. Et puis le petit écran de droite, c'est pour vous montrer la pointe technologique vers laquelle on se dirige au niveau digital. C'est de permettre à l'utilisateur de pouvoir avoir un suivi, une maîtrise de son produit et un retour précis de son activité. Ben voilà, merci. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, non. Vous en subventionnez ce genre d'installation, Eric André. Je ne sais pas si c'est vous, mais je sais pour avoir filmé dans des campings de l'Hérault qui font ce genre d'usage, de réusage notamment de l'eau, de leur centre aquatique, installation de compteurs connectés. C'était subventionné en grande partie par l'agence de l'eau. Non. Enfin, je n'ai pas souvenir. Si RMC. Ah, je ne sais pas tout. Alors, je sais pas. On finance beaucoup de choses, alors plus que je ne sais. Je ne sais plus où c'est, mais voilà. C'est dans le cadre du programme à la source. Je suis allé filmer dans un camping qui fait ça. Je ne sais pas si c'était votre solution. Alors, on a des financements agences de l'eau. Enfin, nos clients ont des financements agences de l'eau, oui, mais je ne sais pas si c'est ce projet-là en question. Ça dépend du camping. C'est sur dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault. Alors, dans l'Hérault, il y a plusieurs campings, là en perspective. Actuellement, pas encore équipés. L'agence de l'eau finance des produits dans des Pays de la Loire, en l'occurrence. Voilà, il y a beaucoup de sujets Pays de la Loire. Ça dépend peut-être des agences de l'eau, parce qu'on n'a pas tous le même point d'intervention. Et c'est vrai que nous, même si ces projets sont très intéressants, pour l'instant, on n'a pas financé. Alors, j'ai des projets en cours. Oui, ça c'est très. Alors, peut-être avec le deuxième programme, on pourra vous accompagner. Mais je pense que les autres projets qui ont déjà eu un financement agent, c'était les autres agences de l'eau. D'être à Dongaronne, Loire-Bretagne, Seine-Normandie. Je crois que c'était vous. C'était nous aussi. Bon, bah tant mieux, écoutez. Si on aide plus que je ne le sais, c'est parfait. Messieurs, dames, y a-t-il des questions pour Madame Marais? Vous avez fait, apparemment c'est une solution que vous diffusez beaucoup, c'est avant tout pour les, appelons-les comme ça, les campings. Vous en avez équipé beaucoup? On a plusieurs dizaines, oui. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marché très important. L'industrie touristique, c'est vraiment caractérisé par l'hôtellerie du plein air, qui a beaucoup de campings. Ils sont 8000 en France, donc c'est un marché qui est énorme. On a démarré dans le port, et lui, le port, c'est 1000 ports en France. Et naturellement, le camping, quand il est venu nous chercher, on a répondu présent parce qu'il y a de véritables enjeux. Merci beaucoup. Merci d'accueillir maintenant, de réaccueillir Julien Baroni. Où êtes-vous? Co-fondateur et directeur du développement de DV2E. On vous écoute. C'est là déjà. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Julien Baroni. Je vais vous présenter très rapidement DV2E. Donc DV2E, on est
une société d'ingénierie et de services où on travaille sur 4 thématiques: les déchets, l'eau, l'écologie, biodiversité, sol et agriculture. Donc je vais vous parler plus particulièrement de l'eau. Alors on fait tout ce qui est ingénierie, des études jusqu'à la formation avec les dossiers réglementaires. Alors malheureusement, on n'y coupe pas sur nos domaines. Et je suis là pour vous présenter un retour d'expérience et des perspectives. Donc je vais vous présenter très sommairement une mission qu'on a menée pour Haut-de-Nîmes Métropole, sur lequel on a travaillé sur un schéma directeur des eaux non conventionnelles. Donc on a travaillé en fait sur l'eau, on a décloisonné tout le système, je veux dire très cloisonné, de la gestion de l'eau. Et on a travaillé sur tout un territoire de 39 communes sur lesquelles on a identifié toutes les ressources en eau, quel que soit leur état, quelle que soit leur qualité. Et on a travaillé à recenser tous les usages qui ne nécessitent pas forcément une qualité d'eau potable. Donc sur la carte de gauche, qui doit être aussi à votre gauche, on a la production d'eau. Et sur la carte de droite, on a les usages qui pourraient être substitués par une autre eau d'une qualité adéquate. Alors je vais passer là-dessus, mais globalement, on a listé les grands projets qu'on aurait pu, les grandes opportunités qui auraient pu émerger. Donc on a forcément de l'irrigation, de l'arrosage, mais on a aussi une partie avec des usages urbains, des usages contre la défense contre l'incendie, et après des usages industriels où on s'est aperçu qu'au sein de zones d'activité, on peut avoir beaucoup de boucles de recyclage, et on a identifié en fait des opportunités qui pourraient représenter à terme, et je dis bien à terme, jusqu'à 15 millions de mètres cubes d'eau réutilisée. Ce qui est important en fait, et qu'on voulait vous échanger avec vous aujourd'hui, c'est les perspectives qui sont ressorties en fait de cette étude. La réhute, c'est pas la seule solution en fait. C'est une solution qui s'inscrit dans plusieurs solutions, une solution d'économie, une solution de lutte contre les fuites, et du coup on a aussi la solution réutilisation des eaux usées traitées et du coup des eaux non conventionnelles, puisqu'on a élargi. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que pour faire émerger un projet, il faut multiplier les usages, multiplier la quantité pour rendre le projet acceptable économiquement. On a vu aussi une multiplication des ressources. Alors on ne se pose pas tout le temps la question, mais nous on s'est penché là-dessus, notamment sur la mutualisation des infrastructures. L'eau, en fait, je vais dire, n'a pas de prix, juste l'eau. La majorité du prix de l'eau, c'est les infrastructures, et c'est aussi vrai en fait sur la réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc on a beaucoup travaillé en fait sur le mélange de ressources et du coup la multiplication des ressources sur le territoire. Et là on s'est vite confronté en fait au coût de la technologie, et c'était vraiment des freins à surmonter. Et en fait on pense qu'il y a dans les perspectives des grosses évolutions sur la technologie et sur le coût, mais aussi sur l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner ces technologies. Et surtout après le gros frein c'est aussi la réglementation, où on est encore sur un schéma très jusqu'au-boutiste en fait de la réglementation. Par exemple, on a sur la métropole de Montpellier, on a fait des essais avec de l'eau brute, de l'eau usée traitée, et en fait l'impact sur l'hydrocurage était le même, que ça soit hydrocuré avec des eaux usées traitées ou avec de l'eau potable. Voilà. Donc voilà, ces perspectives-là, les éléments à travailler pour faire sortir et faire émerger ces projets d'eau non conventionnelle, c'est la multiplication des usages et des ressources, et travailler surtout sur l'efficacité du traitement et éviter la course à l'armement pour avoir un prix de l'eau le moins cher possible. Voilà, merci. Ça n'a pas été abordé, mais attendez, gardez le micro, gardez le micro. Ça n'a pas été abordé encore, mais effectivement, le coût de retraitement avant le réusage, c'est un coût énergétique important. Ça consomme de l'énergie, beaucoup d'énergie. Alors, en fait, en fonction de la qualité d'eau visée pour l'usage, ouais, ça peut être très important. Parce qu'on envoie de l'eau sous pression dans des filtres, enfin, c'est ce genre de choses. Ah bah là, on a tout le panel qui est ouvert, et je pense qu'il est une grosse partie du camion, on présente ce panel. On peut avoir de la filtration simple parce qu'on part sur de l'eau de très bonne qualité pour un usage qui nécessite une qualité, je ne vais pas dire médiocre, mais faible. Voilà. Comme on peut avoir une eau de très mauvaise qualité et en face un usage qui nécessite une eau purifiée. Voilà.
Des questions, mesdames, messieurs? Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Je suis Lucie Breton, je suis stagiaire au défi clé Water Occitanie. Et bien le micro sur le menton, s'il vous plaît. Ouais, désolé. Je me demandais si le schéma directeur des eaux non conventionnelles de Nîmes, il était accessible au public ou pas. Alors, sincèrement, j'en ai pas la moindre idée, mais si vous me laissez vos coordonnées, je vous dirai s'il est accessible. Alors, nous, on a travaillé pour Nîmes Métropole et pour la société dédiée eau de Nîmes Métropole, et il faudrait que je leur demande s'ils l'ont diffusé. J'en ai aucune idée, je suis désolé. Ok, je viendrai vous voir tout à l'heure. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, non? C'est bon, vous pouvez y aller. Merci, monsieur Baroni. D'autres questions à nos intervenants? Finalement, si je fais le bilan et pour conclure cette table ronde, c'est pas si simple de faire du réusage de l'eau. Ça dépend de plein de paramètres. Il faut interroger plein de disciplines, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue des usages existants en substitution desquels le réusage est censé se poser. Oui. Est-ce qu'il y a tant de projets que ça, tant d'endroits que ça qui sont susceptibles de faire de la reuse? Autrement dit, est-ce qu'on restera dans la marche du trait ou est-ce qu'on arrivera à ce que voulait le président lors du lancement du plan, à 10% d'ici 2030 ou 2050, je ne sais plus? Alors, par exemple, dans le défi clé et sur le Living Lab de l'Adour, donc ce Living Lab s'appuie sur un projet éco de la région où c'est exactement cette question, où la première partie du projet a consisté à faire une évaluation sur le territoire des ressources possibles en eau à réutiliser, à traiter et à réutiliser, pour déboucher sur, je crois que c'est 3 stations qui ont été retenues finalement, et sur lesquelles des dispositifs de réutilisation vont être mis en route pour de l'expérimentation. Et je profite d'avoir le micro pour dire à l'Assemblée que si vous voulez savoir un petit peu plus sur les études ce type d'études qui est faite, à 16h, à l'opposé, là, dans la diagonale du salon, il y a un atelier avec une présentation des étudiants en thèse du défi clé sur différentes études, différentes solutions, différents questionnements. Donc venez les écouter. Et il y a votre camion qui est dehors, Madame Madzierski. Il est où exactement? Il est là sur le côté, sur le flanc du parc des expos. Il est très gros, hein, on ne peut pas le rater. On ne peut pas le conduire. Non, on ne peut pas l'essayer. Non plus. C'est dommage, monsieur André. Mais par contre, vous pouvez le visiter. J'irai le visiter, évidemment, monsieur André. Oui, vous avez très bien résumé. Enfin, la réhute, c'est pas une solution facile. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a l'acceptation, il y a le coût technologique, il y a la technicité, il y a donc évidemment pour l'agence de l'eau, comme je vous l'ai présenté, il y a les milieux aquatiques qu'il faut prendre en compte. Et donc, enfin, nous, quand on a un projet comme ça, par exemple une commune qui veut faire de la réhute, en amont, on regarde si elle fait des économies d'eau. On regarde si elle a un bon rendement au niveau de son réseau d'eau potable. C'est vrai qu'avant de partir sur la diversification des ressources et essayer d'avoir de nouvelles ressources potentielles et donc la réhute, il faut bien gérer les ouvrages existants. Et donc ça passe par améliorer le fonctionnement de tout ce qui est irrigation agricole. On passe du non-gravitaire du gravitaire au non-gravitaire, de l'aspersion au goutte à goutte. Et pour les rendements des réseaux d'eau potable, c'est avoir un rendement qui atteint au mieux 85%, c'est l'idéal au moins. On n'arrivera pas à 100%, ça n'existe pas. Hein. Mais donc avant d'essayer de trouver de nouvelles ressources et de faire du maillage, la sécurisation, etc., c'est sécuriser l'existant, faire des économies d'eau, et après, la réhute, effectivement, comme on a pu le voir, c'est pas la solution, c'est pas une solution facile, mais c'est quand même aussi à prendre en compte et c'est à étudier. De toute façon, le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et gestion de l'eau, préconise que pour chaque station d'épuration qui existe, il faut se poser la question. Monsieur Barreto, vous aurez donc le mot de la fin. Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais je pense qu'un point important sur ce que je voudrais insister, c'est de bien prendre les réusages dans leur environnement. Donc, et ça à différentes échelles. Localement, c'est mobiliser une ressource différente et donc se poser la question, et avec en général un coût supplémentaire ou des risques supplémentaires, et se poser la question au niveau collectif du territoire, comment on endosse collectivement ces risques et ces coûts supplémentaires. C'est pas uniquement
celui qui actuellement fournit une eau usée traitée, qui devrait la traiter supplémentaire, qui devra payer, ou l'usager final, parce que ça peut aussi être une répartition de l'eau dans le territoire, et donc il faut se poser la question au niveau du territoire. Et si on élargit en échelle, faut garder en tête que bien souvent, il y a déjà beaucoup plus que 5% ou 2% de réutilisation en France. Il y a beaucoup de réutilisation qu'on appelle indirecte, c'est ce que disait Eric André tout à l'heure. L'eau, elle retourne à la rivière, puis elle est repompée plus loin, et c'est aussi de la réutilisation qui est déjà faite. Et ben voilà, merci mesdames, messieurs. Bah si, quand même. Rendez-vous dans une demi-heure pour le dernier débat de la journée, le dialogue difficile et compliqué entre eau pluviale et eau usée. À tout à l'heure. 3, 2, 1. Merci.